propose de passer à la partie 2 sur construire sa crédibilité. Et on en a parlé, on a commencé à l'aborder. Construire sa crédibilité, ça commence aussi par les données qu'on recueille et donc les essais cliniques. On a dit que l'oncologie, ça avançait vite, mais ce qui avance encore plus vite, c'est la technologie. Comment est-ce qu'on arrive à aligner l'avancée de la technologie, l'avancée de la clinique et le réglementaire et le régulateur? Stéphanie, je vous regarde. Alors, pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est très compliqué parce que, de nouveau, l'espérance de vie d'un médicament, il est plutôt long. Je pense qu'une molécule, elle a une espérance de vie qui est relativement longue. Donc, un essai clinique de 18 mois, une étude de phase 4, etc. Tout ça, c'est cohérent. Un algorithme, l'espérance de vie, c'est 2 ans. Et encore, c'était 2 ans il y a quelques années. Maintenant, avec tout ce qui se passe et tout ce qui arrive, de nouveau, on ne parlait pas d'IA générative comme on en parle il y a encore 4 ans. Maintenant, on est arrivé sur les world models. On se prend une claque tous les ans quasiment. Donc, en fait, la techno évolue tellement vite que la durée des essais cliniques et la durée d'essai de la nouvelle technologie, elle devient quasiment obsolète. L'objet lui-même devient obsolète pendant la durée de test. Donc, il y a un moment où l'évaluation doit devenir aussi dynamique, alors ce qui est compliqué. Alors, pour la partie clinique, je ne m'avancerai pas parce que je ne sais pas du tout comment ça peut se gérer, mais en tout cas, sur des algorithmes d'aide à la décision, comme Sonio, c'était de l'aide à la conduite de l'examen échographique, par exemple, les choses évoluent en permanence et il faut avoir une évolution de la réglementation qui soit aussi rapide. Après, l'adoption clinique, de nouveau, j'en parlerai pas. Je pense qu'Éric, vous êtes bien mieux placé que moi pour en parler. Oui. Déjà, le sujet, il y a énormément d'innovations qui arrivent chirurgie ou ailleurs. Et le sujet, c'est quand même... Pourquoi on fait tout ça? C'est pour pouvoir mieux soigner les malades. Et en fait, finalement, ce qu'on fait pas très bien, c'est l'évaluation de la qualité des soins. Et en fait, il y a aujourd'hui des outils qui existent, qui s'appellent les PROMS et les CROMS, qui sont les outils indispensables pour pouvoir justement évaluer l'intérêt de ces différentes technologies. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent te voir en disant « Ouais, ça te fait gagner une DMS. » En fait, moi, mon métier, c'est pas gagner des sous. C'est pas uniquement de faire gagner des sous à l'hôpital, c'est de bien traiter les malades. Donc en fait, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de technologies qui arrivent avec des objectifs qui sont des objectifs financiers sur les nombres de durées d'hospitalisation, hospitalisation. Mais l'objectif d'évaluer la qualité, elle est pas toujours là. Là, la première chose à faire, c'est avoir les bons thermomètres pour justement pour pouvoir évaluer une techno. Alors maintenant, je te rejoins complètement sur le fait que la durée de développement d'un médicament et la durée de développement d'un algorithme, c'est évidemment totalement différent aussi. Donc c'est évident qu'il faut que la manière d'évaluer un algorithme suive la manière à la vitesse à laquelle on le produit. Et je vais pas redire ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'avant de tester si l'algorithme a un intérêt clinique, il faut tester voir s'il est accepté. Et c'est pour ça que, en fait, ce qu'on a fait dans BOPA, puis aujourd'hui dans les tiers de l'expérimentation, c'est quelque chose qui consiste à tester déjà, sans tester le fait que ça marche ou pas. On part du principe qu'a priori c'est intéressant, mais déjà, est-ce que les gens se l'approprient ? Est-ce qu'ils fonctionnent avec le système hospitalier? Et une fois qu'on aura vérifié que c'est dans la vraie vie ça marche, parce que les gens sont capables de l'utiliser sur leur téléphone, ce genre de choses, on verra si ça a un vrai impact. Et maintenant, en effet, il faudra savoir comment. J'ai pas la réponse, mais visiblement, tu as des idées. Donc, je m'adresserai à madame pour savoir comment il faut faire. Sur la prochaine question, c'est la crédibilité scientifique, la crédibilité médicale. Il y a des boîtes qui essayent d'associer un grand nom, un peu comme un totem, on en a parlé avant. À quel moment, en fait, cette crédibilité, elle peut être mise de côté par rapport à la performance du produit? Alors, pour Sonio, on a eu la chance d'avoir un des KOL mondiaux. Yves est quelqu'un de mondialement reconnu. D'abord, c'est lui qui a eu l'idée. C'est dans son service que est née l'idée. Il nous a accompagnés tout le long et il en fait l'utilisation et la promotion. Et en fait, il est resté associé à Sonio tout le long, enfin nous aussi d'ailleurs, mais un peu différemment, mais parce qu'il apporte aussi, lui, un regard, une critique, en discutant avec ses pairs dans des congrès, il revient avec des nouveaux arguments, etc. Donc, avoir quelqu'un comme ça tout le long du process, c'était
hyper précieux. Ça a été vraiment quelque chose, et je pense qu'on s'en serait pas sorti sans Yves. Mais de nouveau, et là je rejoins ce que disait Éric, il faut que la personne, soit convaincue, 2, en ressente le vrai besoin, et participe pleinement au déploiement, au développement d'abord et au déploiement après. Parce que le KOL qu'on affiche juste pour faire joli, ça sert à rien, je pense. Ce qui sert, c'est quelqu'un qui peut dire, moi je m'en suis servi, ça m'a aidé là, ça m'a pas aidé là aussi. Des cas d'usage aussi négatifs, ça apporte aussi une crédibilité à la solution. Il y a un moment, il y a une bascule où justement le nom du KOL n'était plus le porteur principal de je suis pas sûre, peut-être, mais je pense que maintenant Sonio vit tout seul, oui, mais il n'empêche que Yves et Julien continuent à en parler en congrès, continuent à être invités pour en parler, et Sonio bénéficie encore de nouveau de l'apport que Yves et Julien peuvent avoir aussi sur le regard critique de la solution. Et à l'inverse, eux, c'est aussi bénéfique pour eux. Je pense que on parlait de formation, et il va falloir une génération pour que les vieux arrêtent. Yves, c'est pas la jeune génération, et pourtant c'était le meilleur ambassadeur qu'on pouvait avoir, et c'est lui qui a eu l'idée, quoi. Donc en fait, non, je pense que c'était une vraie co-construction, et ça s'est resté... C'était une caution. Après, on a apporté les preuves, et maintenant, ça devient un vrai partage. Et même au niveau de l'extérieur, Sonio est relativement indissociable d'Yves, et inversement, il fait des choses sans Sonio. Mais ça reste une marque de confiance, ouais. Éric, quand on vient vers vous et qu'on vous présente une solution, vous n'allez pas commencer à lire le code pour savoir ce qu'il y a derrière. Quelles sont les informations dont vous avez besoin pour vous faire un avis sur une solution ? Là, pour le coup, j'ai pas à lire le code, mais je vais regarder où est-ce qu'il est traité et où est-ce qu'il est traité. Il y a des sujets aujourd'hui. Est-ce que les données se baladent ? Est-ce qu'elles sont traitées en temps réel ou pas ? Parce que moi, je fais de la chirurgie. Donc, en chirurgie, on a besoin d'avoir des choses qui sont du temps réel. Et aujourd'hui, les algos d'IA temps réel au bloc opératoire, il y en a très, très peu. Parce que ça nécessite d'avoir des machines sur place très puissantes qu'on n'a pas. Donc, à chaque fois, il y a un petit delta. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on challenge. Je fais un peu de pub, mais on a créé une boîte. Je suis cofondateur de la boîte qui s'appelle Uncover, qui est une start-up qui fabrique des comptes rendus opératoires de manière quasiment temps réel. C'est extraordinairement compliqué, mais ça commence à marcher. Mais il y a une autre boîte qui fait du temps réel au bloc opératoire, c'est Moon Surgical, qui est capable justement de pouvoir avoir de l'IA avec de la reconnaissance des structures et des outils qu'on utilise. Mais là aussi, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a embarqué un énorme GPU dans le robot. Sinon, c'est pas possible. Et en fait, moi, je m'intéresse toujours où se baladent les données. Et quand les gens me disent « Ouais, c'est du temps réel et tout », je dis montre-moi. Et en fait, quand tu regardes vraiment, c'est pas du temps réel. Il y a toujours un peu de lag parce qu'en fait, le truc se balade et il revient. Voilà, donc première chose que je fais, c'est ça. C'est où se baladent les données, et est-ce que ça peut vraiment être utilisé en temps réel ou pas ? Voilà. Et ça, c'est vous, ou c'est globalement vos collègues ont la même démarche ? Non, mais en fait, les gens ne savent pas comment ça marche, en fait. Il y a plein... Moi, j'aime bien l'informatique. Enfin, je vis dedans depuis toujours. Voilà. Donc, moi, j'avais un papa qui était en 1974 à l'UCLA, qui a fait les premiers réseaux de neurones formels. Enfin, tu vois, j'ai vécu dans ce truc-là depuis toujours. Et donc, les gens ne savent pas très bien comment ça fonctionne. Et aussi, les gens ne comprennent pas la différence entre l'open source, pas de l'open source, etc. Et les gens qui sont en local ou c'est un truc privé. Bref, je suis pas certain que les gens se font un peu enfumer, quoi. En particulier sur le temps réel. Le temps réel, les gens se font bien enfumer sur le temps réel. Ils te vendent des trucs, c'est du temps réel, mais c'est pas du temps réel. C'est du lag. Il y a un peu de... Et Stéphanie, pour revenir sur la question de la crédibilité, on a parlé de la partie KOL. Là, justement, on vient de parler de la partie plutôt scientifique. Ça a été quoi le vecteur de crédibilité secondaire au-delà de la partie KOL ? Comment les médecins, en fait, ont interprété la solidité scientifique de la solution ? Alors, on a fait un essai clinique rétrospectif. Donc, comme on s'attaque à des maladies rares chez le fœtus, autant dire qu'un essai clinique prospectif, c'était pas envisageable. Donc, la FDA, l'EMA, voilà, en Europe,
Exactement. Exactement. Merci. Ont accepté un essai clinique rétrospectif. Donc ça, déjà, c'est montré avec et sans quel est l'impact. Et puis, on a fait... Alors ça, c'est plutôt les idées de Cécile et Rémi. Ils ont fait des challenges où ils ont convié des obstétriciens avec des scénarios qui avaient été repris de fœtopathologie. Donc, en fait, on a des bébés qui ont des pathologies, qui ont eu des grossesses interrompues. Et donc, toute la fœtopathologie est décrite. Et donc, ils ont pris les éléments qui pouvaient être distingués à l'échographie. Ils ont organisé des scénarios. Et ils ont mis, je ne sais plus, une vingtaine de personnalités qui avaient accepté le challenge avec et sans. En fait, la moitié des trucs avec et l'autre moitié sans. Et ça aussi, ça a été une crédibilité scientifique, c'était de dire, en fait, vous êtes arrivé à telle conclusion, mais en fait, la vraie conclusion, c'était ça. Et votre copain à côté qui a utilisé l'algo, qui est à peu près équivalent à vous, enfin, c'était des experts de l'échographie fétale, il a réussi à converger un petit peu plus facilement. Et voilà. Donc, en fait, on les a mis... Mais moi, j'aime beaucoup ça. De la preuve par l'exemple. Oui, c'est comme ça qu'on convainc aussi. On a fait pareil sur la génération de ces fameuses données dont je parlais tout à l'heure, quand on a des petites cohortes et qu'on est capable de régénérer des nouvelles données. On a fait ça avec des données d'anapath. On a pris, alors là, vraiment, on a été méchants, mais quand même. On a pris des données d'anesthésie du CHU de Toulouse, qui sont des questionnaires que les patients remplissent avant une chirurgie traumato. C'était essentiellement chirurgie traumato. Donc, c'était des patients de Toulouse qui avaient été opérés à Toulouse, vus par les anesthésistes de Toulouse. Et on a pris les trois anesthésistes de Toulouse. Et on leur a dit, voilà, vous avez 100 patients, il y en a 50 vrais, 50 faux, donc 50 à vous, que vous avez vu passer, et 50 faux. Et en fait, ils ont fait à peu près 50% d'erreurs, et deux, quand ils faisaient des erreurs, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Donc en fait, ils ont été incapables de discerner les vrais des faux, ce qui veut dire que ce qu'on a généré est médicalement plausible, on n'est pas en train de créer des trucs complètement farfelus, donc il n'y a pas d'hallucination complètement stupide. Et en plus, c'était les leurs. Donc, ils les avaient vus passer, ils auraient parfois pu les reconnaître comme ça. Et bien, c'était même pas le cas. Donc, en fait, les mettre en situation, ça leur donne confiance. C'est-à-dire, on n'est pas en train de vous enfumer, on est en train de vous proposer un outil. Donc là, c'était vraiment de l'augmentation de données pour des classifications de gravité, de risque face à l'anesthésie. Et donc, en fait... les mettre devant l'outil lui-même, alors pas dans le code, mais devant les résultats, et les faire comparer ce qui se passerait avec et sans, c'est assez... Enfin, on les a embarqués tout de suite. Le CHU de Toulouse, maintenant, on les a tous embarqués. Avant de conclure sur la troisième partie, on va refaire une petite séquence où on va vous faire jouer. On va jouer à bonne ou mauvaise idée. On va vous donner des affirmations et vous allez nous dire si c'est une bonne chose à faire ou pas. La première, construire sa crédibilité d'abord aux États-Unis pour revenir ensuite en Europe. Non, faut commencer par l'Europe. Les États-Unis, c'est complètement has-been. C'est fini, ce truc-là. C'est un truc qui va disparaître. Non. Moi, je crois à l'Europe et je pense que les problèmes. En plus, faut qu'on y croie. Les problématiques aux États-Unis, la manière même de vendre la médecine en France et aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Enfin, donc moi, je pense que il faut. Évidemment, on sait que les gens inventent des trucs ici avec nos impôts et ensuite vont les vendre aux États-Unis. Mais faut que ça change, quoi. Donc non, moi je suis pas plus créé, c'est pas voilà. Alors moi je vais être plus, je vais dire, en fait c'est la nécessité qui crée la fuite. Pour deux raisons. La facilité de marquer FDA par rapport au marquage CE. Le marquage CE, c'est on soumet le dossier à l'organisme notifié, puis après on ne sait pas ce qui se passe. C'est une boîte noire et on a le retour. Yes ou no, et puis après, débrouillez-vous. Alors qu'à la FDA, vous avez des interlocuteurs dédiés et des échanges permanents. C'est-à-dire, ils vont challenger le dossier avec des tas de questions. Ça peut prendre 20 pages. C'est pas grave, vous avez un mois pour répondre aux 20 pages et c'est reparti. Et on améliore de manière constructive le produit, l'épreuve, etc. Donc déjà, c'est plus facile de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous. Alors, actuellement, je sais pas très bien, mais en tout cas, c'était comme ça. Et deux, le financement.
Prenez Nabla. Nabla, ils se sont développés en France. Ils ont essayé de s'implanter en France. Ils étaient sur la gynécologie au départ. Ils ont fait une verticale gynéco. Ils ont tout fait. Ils avaient des KOL, ils avaient tout. Et puis, ils sont partis aux US. Ils ont été financés aux US. Ils ont été déployés aux US. Et maintenant, ils reviennent en France. Alors que tout le monde aux US croit que c'est une boîte US. Donc, en fait, je pense que moi, je suis fondamentalement pour l'Europe. Je me bats pour qu'on garde la souveraineté. On a des talents, on a des excellents médecins, on a des excellents mathématiciens, informaticiens. On a la matière grise. Il faut absolument qu'on se batte pour que tout reste en France. Mais il y a un moment, c'est juste les contraintes matérielles qui font qu'on... Ça dépend comment tu l'as. Moi, je suis pas CEO d'une boîte. Je suis cofondateur. Mais c'est vrai que Inès Iraki, qui est la CEO de Uncover, elle a un discours qui est sensiblement identique au tien. Mais quand même, regarde, il y a quand même une boîte qui vient de lever $1 milliard là, d'euros. Amilab. Voilà, c'est Yann Lequin qui... Tu vois, c'est Yann Lequin. Yann Lequin, c'est un Français qui a fait sa thèse en France, qui est parti aux États-Unis, qui a grandi aux États-unis, et qui revient. C'est un peu comme c'est finalement un peu comme Nabla, mais c'est dont le CEO vient de Nabla. Et dont le CEO, Alexandre Lebrun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand même, il y a en France, il y a quand même un terreau extrêmement riche. Mais c'est ce qu'ils ont dit. La France, en particulier, est super fort. Mistral, Yann Lequin, toi, enfin voilà. Il y a quand même un terreau extraordinaire. C'est dommage. Mais maintenant, là où je te rejoins, c'est que c'est tristounet de voir que ça marche moins bien. Mais maintenant, notre job, c'est de faire que ça marche. C'est de faire que ça marche. Ou alors sinon, faut se barrer aux États-Unis. Mais bon, en ce moment, j'ai moyennement envie d'y aller. Moi aussi. Voilà. Pour tester une inno, c'est dur de rentrer dans un service. Il y a toujours la même question qui se pose, que ce soit côté techno ou le côté du service, justement. Est-ce qu'il faut faire un pilote gratuit ? Est-ce qu'il faut aller donner sa techno, passer du temps avant ? Non, on a essayé avec Sonia, ça n'a pas marché. Non, parce que un pilote gratuit, c'est sympa, mais ça veut dire que vous n'avez pas payé l'essai clinique avant, parce que sinon, il ne pourrait pas être gratuit. Dès lors que vous devez rentrer dans le coût que demande un essai clinique, il faut du financement. Et donc, s'il faut du financement, il faut sortir des laboratoires, parce qu'on n'a pas ce genre de financement dans un labo, et il faut créer la start-up, créer le produit et le faire valider avec un essai clinique. Donc, ça sert à rien d'essayer de pilote. Enfin, le pilote gratuit sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être marqué, peut-être. Mais sur un dispositif qui a besoin d'un essai clinique, de toute façon, l'essai clinique, il faudra qu'il sorte. Donc, voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Mais l'élément, ça dépend vraiment de la techno. C'est-à-dire que, en fait, la notion justement de test, d'expérimentation, de pilote qu'on a mis en place à Bopex avec Pierre-Yves Brossard dans les tiers-lieux expérimentation, ça correspond bien à ce qu'on veut faire là. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, une techno pour que elle puisse s'implémenter derrière, il faut qu'elle soit acceptée. Mais en fait, je pense que c'est en amont de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment dans la création de l'objet, dans le réglage du device, etc. Là, on a besoin d'avoir des tests. Évidemment, les tests, tu les fais gratuitement, puisqu'en fait, ils participent. C'est pas du test, c'est de la co-construction. C'est un service pilote, c'est ça. C'est de la co-construction. Exactement, c'est de la co-construction. Mais moi, là, à Bopa, il y a des startups qui sortent de Bopa. Et ben en fait, elles sont co-construites. Elles sont construites au départ à Bopa, puis ensuite elles sont co-construites avec Bopex, et justement parce que Bopex va nous apporter d'autres docteurs dans d'autres services qui vont donner des avis, c'est bien, c'est pas bien, et c'est des boîtes AP en plus, dans lesquelles il y a de la propriété intellectuelle AP, donc ça est cohérent. Mais je suis d'accord avec toi, une fois que tu es déjà plus mature, peut-être que il faut écouter ton conseil et qu'il faut peut-être pas faire des trucs gratos, ça marche pas peut-être. Ça marche pas. Là, je suis d'accord. C'est la confiance, en fait. L'essai clinique, c'est aussi la marque de confiance. Et c'est normal, il faut que le truc ait été validé. Ouais. Mais la validation, ça coûte. Et en fait, c'est ça le problème. Mais tu vois, tu le disais toi-même, un essai clinique, c'est pas toujours adapté à... Voilà, donc tu dis qu'il faut faire un essai clinique. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était trop compliqué. Donc c'est ça qui est hyper compliqué. C'est que pour l'instant, on est obligé de faire un essai clinique, quel que soit l'élément. Et que nous, ce qu'on prône, c'est que quand l'essai clinique est à risque, il faudrait peut-être envisager d'autres outils. Voilà.